C'est parti! Bonjour et bienvenue dans Gonfler tes muscles, le podcast qui parle seulement de musculation, de créatine, de whey et de grosse testostérone. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va Léo? Ça va. Depuis que je prends de la créatine, de la whey, je suis gonflé et j'ai des muscles. C'est parfait, c'est ce qu'on veut, des gros muscles pour être saillant sur la plage. Bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de notre rubrique vie. On va voir la différence entre nos expectations, donc Nos attentes. notre plan détaillé qu'on avait fait pour nos objectifs et justement les différences qu'on a avec ce qu'on a atteint, ce qu'on n'a pas atteint, etc. Et voir qu'on a des grosses différences, donc c'est bien d'avoir un plan de vie, on verra. Ensuite, en deuxième partie, on va parler de la rubrique sport. On va aller plus en profondeur entre du coup la musculation et les sports d'endurance, voir si c'est possible, ce qui est Pourquoi c'est intéressant de faire intéressant, voilà, ce qui est combiner contre-indiqué, etc. Mhm. Et enfin, le mental. De quoi on va parler aujourd'hui? De tout ce qui est développement mental. C'est du coup, on est beaucoup en préparation mentale, nous, C'est mais ça. ça reste encore un peu flou. Donc en fait, on donne une guideline un peu du développement mental. Comment bien se développer mentalement, les différentes étapes à suivre. Ouais, c'est pour ça. que ce soit beaucoup plus précis et beaucoup plus visuel. Pour s'améliorer, quoi. Pour débuter, voilà, on va partir de quelqu'un de lambda, on va dire. Comment il peut, par quelles étapes il doit passer pour progresser justement en C'est temps ça. d'imagerie, peu importe les aspects mentaux Voilà. que l'on vise. Donc n'hésitez pas à regarder sur le timecode les différents points qui vous intéressent pour aller Comme directement d'habitude. dessus, comme d'habitude. S'il y a des parties qui vous intéressent pas, skippez-les. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ça. Très bien. Sans plus attendre, on démarre sur la rubrique vie. Je te laisse débuter justement. Est-ce que tu as des... Justement, qu'est-ce que je voulais dire? Les expectations, Ouais, c'est ça. la différence. Est-ce que sur ton début d'année, on va revenir un peu sur le début d'année parce que c'est là où justement on essaie de créer un vrai plan d'action sur l'année, nos objectifs, les suivre, etc. Est-ce que tu as des attentes qui ont évolué? Est-ce que tu as réussi à atteindre certains objectifs plus rapidement que d'autres? Voilà, je te laisse m'en dire un petit peu plus. Mes attentes, moi, c'était surtout au niveau de mes formations. Enfin, 2 points avec mes attentes au niveau des formations et des attentes au niveau de ma chaîne YouTube. Mes attentes au niveau des formations, je me suis mis en lien avec un autre organisme de formation, donc l'UDPS 69. Et je pensais avoir mes premiers jours de formation d'ici peut-être fin février, début mars. Mais voilà, faire un jour de formation en mars, après 2 jours en avril, etc. Monter comme ça, vraiment progressivement. Et finalement, j'ai fait 6 jours, je crois, un truc comme ça. Non, 4-5 jours en février, alors que j'ai commencé. J'ai pris le chemin au début février, quoi. Alors que les plannings étaient déjà faits normalement. Donc j'ai fait 4-5 jours en février, là j'ai 8 jours en mars et 7 jours en avril. Donc c'est par rapport à ce que je m'attendais, c'est beaucoup mieux. Donc je suis plutôt content sur ça. Donc c'est plutôt bien. Au niveau de l'argent, ça donne une grosse stabilité. Et puis là, je sais ce qu'on regardait tout à l'heure. Je sais justement, je sais ce que je vais gagner en fait d'ici les 3 prochains mois. Donc ça, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est vraiment une grosse stabilité qui fait Une vraiment grosse sécurité. plaisir. Ouais, c'est ça. Pendant 3 mois, je sais que j'ai ça, donc ça me laisse le temps de souffler pendant 3 mois. Et puis de toute façon, chaque mois, il y aura des nouveaux trucs. Donc Ouais, c'est sûr. ça, c'est plutôt cool. Et par contre, c'est au niveau de ma chaîne YouTube. Ok, là, j'ai atteint les 200 abonnés aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool. Je m'attendais peut-être à avoir un petit peu plus d'ici fin février, en 2 mois. Moi, en même temps, je me dis c'est déjà énorme par rapport à ce que j'ai eu sur Insta. En un an, j'avais 280 et quelques. Là, en 2 mois, j'ai fait les 200 et la communauté sur YouTube est super gentille. Si vous venez de YouTube, vous êtes super gentils. Mettez des commentaires et tout, ils sont tous cool. Genre, j'ai peut-être une cinquantaine de commentaires, ils sont tous gentils. C'est trop sympa. Donc là, mes attentes sont largement satisfaites sur ça. Et puis je pense que ça va bien augmenter petit à petit. J'essaie de faire de la qualité à chaque fois. Je m'amuse à faire le montage, à tourner. Donc j'apprécie vraiment le processus plus que les résultats. Donc ça, c'est cool. Ouais, comme tu disais, tu as appris justement à plus profiter de l'instant. Ouais, plus profiter de la création plutôt que l'attente du résultat final. Et voilà, je kiffe la création chaque semaine, nouvelle vidéo, le montage m'éclate. Trop bien. Puis voilà. Ça, c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Ok. Bah, je vais rebondir là-dessus. Moi, au niveau de mes attentes, j'avais justement
début de l'année, j'avais prévu de faire environ 2000 euros net. Ouais, c'est ça, 2000 euros net. Et du coup, D'ici la fin de l'année ou d'ici la fin de l'année, c'est ça. donc décembre 2024. Décembre 2024. Et mon objectif va être atteint, je pense, assez rapidement. Mars. Mars, il y a de grandes chances. Février, je m'étais dit pourquoi pas. Mais finalement, non. Parce que, en gros, concrètement, il faut que je fasse 3200 euros brut. Si je ne Plus, dis pas je crois, de non bêtises, 2300 ou 2400. Quand t'as moins 13% ou moins 22 Moins 13. Là, j'ai Ah. seulement moins 13. J'ai Ouais. pas calculé avec les moins avec 22. les moins 25. En gros, moins 22. ce qu'il faut savoir aussi, ceux qui sont peut-être dans le monde de la micro, les autres, enfin, ça Je sais pas pas si ça vous forcément intéresse. intéresser, voilà. Mais en gros, on a un pourcentage d'imposition, donc la première année, nous, vu qu'on est jeunes, on a moins 13% C'est d'impôts. ça. Donc on gagne 1000 euros, on enlève 130 euros. Et au bout d'un an, on enlèvera les fameux 22% de l'URSSAF des micro-entrepreneurs. Mm. Donc on enlève 220 euros sur les 1000 euros. Et c'est ça. Et la première année, on est exonéré de la CFE. Ouais, mais ça, on va La pas rentrer dans les CFE, c'est détails, juste un impôt justement pour. 10-20 balles par mois, un truc comme ça. Ouais, à peu près. C'est ça. Mais ce que Vincent doit rajouter en plus, donc c'est pour ça que tu dois faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que Mm. les autres. C'est que je dois payer mon loyer de chez, comme j'avais expliqué dans un autre podcast, mon loyer de chez Basic Fit, donc où je peux exercer, utiliser les machines, etc. Et à côté, ma redevance Symbiose pour justement ma formation en vente, en marketing, comment me vendre, etc. Parce que bien sûr, si on est le meilleur des coachs, mais qu'on ne sait pas se vendre, Ça sert à rien. ça sert à rien et personne va venir plus vers nous que vers quelqu'un d'autre. Ouais. C'est l'image de marque, c'est Ouais, ça c'est- qu'il faut travailler. Donc tu dois rajouter 750 euros C'est à peu ça, près. environ 750 euros par c'est mois en charge, en plus de de mon loyer où j'habite. Ouais. Donc ça commence à faire des assez bonnes charges. Non, mais on va dire si tu veux. Par exemple, si on veut de 2000. On va résumer simplement, si on veut 2100 euros net par mois et qu'on a 25 euros d'impôts, ce qui sera le cas l'année prochaine, on devra faire. 25%. pas Ouais, euros. 25%, ouais. On devra faire 2800 brut. Voilà, donc 2800 pour arriver à 2100 euros net, sauf que Vincent doit rajouter justement 750 à 2800. C'est ça. Donc il doit être à 3005 à peu près, 3005 brut pour arriver à 2000 net. Ouais, Ce qui mais fait mal. ça fait mal. Mais après, je vais potentiellement avoir des petites techniques pour diminuer justement mon loyer. Avec Symbiose, justement, ils sont beaucoup dans l'évolution, amener de nouvelles choses au groupe de collaborateurs, donc des différents coachs. Et vu que moi, comme toi, je suis plus spécialisé dans la préparation mentale normalement, et que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, l'objectif c'est pourquoi pas d'accompagner des coachs qui ont besoin de préparation mentale en mindset, comment évoluer, Ne être pas moins craquer, atteint ouais. par l'anxiété, justement le fait d'avoir moins de sécurité, puisque en auto-entrepreneur c'est ça qui est très compliqué à gérer surtout. Mhm. Mais voilà, pour l'instant ça suit son cours, j'arrive à monter. Là je suis très satisfait de mon chiffre d'affaires de février. Ça montre très très bien. Et puis l'objectif, voilà, ça va être pourquoi pas en mars dépasser ce chiffre d'affaires euh, De 2000. de plus de 2000 net. Ouais. Voilà. Après de le maintenir du coup sur les prochains mois, parce que j'imagine c'est que ça. le but c'est pas de faire un seul mois et faire. Bah oui, parce que le but, souvent chez les clients, chez les coachs, pardon, on a plusieurs temps forts. On a le début d'année, on a l'arrivée des beaux jours, parce que les Ah gens ouais, se mars disent et pour tout, pour le summer body. pour le summer body, etc. Ah bah plus vers mai, non. Mai, juin. Et après, ouais, c'est ça, mai-juin, et à la rentrée en septembre. Passer ces 3 grands temps forts, ce qui est bien déjà, je trouve ces 3 temps forts, ils sont vachement... 3 trimestres Ouais, finalement. c'est ça, ils sont assez Mm. éparpillés dans l'année, donc ça nous fait une petite sécurité tout de même. Mais c'est vrai que le plus dur, c'est novembre, décembre, même octobre, novembre, décembre, c'est le no man's land. Juillet, août, non C'est aussi. plus compliqué. Juillet, août, les gens partent en vacances. Je vais voir, ça va être ma première année. On va voir comment je vais passer ce cap. Après, les gens ils partent moins en vacances, ils partent peut-être qu'une semaine, donc limite ils payent pas une semaine. Et, Ouais, c'est ça. À voir, on verra. ouais. À voir, à voir. Et puis je mets de côté de temps en temps, tu vois, pour justement payer, avoir mes charges. Ouais. C'est ça. Mais en fait, la petite rubrique vie, là, à quoi ça sert, ça me sert déjà de carnet de bord Ouais, c'est qu'on pourra c'est écouter pour plus nous, tard. Ouais, etc. c'est ça, d'ici 5-10 ans. Ah ouais, on avait évolué comme ça chaque semaine, ok, très bien.
Mais surtout aussi pour montrer que, ouais, des fois, bah, c'est bien de faire justement un plan d'action avec différentes attentes. Je sais que ce qu'on a fait au début de l'année aussi, c'est comment on se voyait dans un an. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, bah moi je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait justement avec ma formation symbiose, il y avait comment je me vois dans un an et comment je me vois dans 10 ans. Ouais, Et comme ça, je pourrais revenir dessus et voir bah, comment j'ai évolué et est-ce que j'ai atteint mon objectif de 10 ans auparavant. ouais. Je crois que j'ai Ça, pas c'est fini le cool. 10 ans, moi. Moi non, bah je sais pas, si je suis pas allé hyper en détail, mais j'ai une vision Mm. globale de à quoi je vais ressembler et transmettre. Ouais. Je pense que ça va être intéressant de faire 5 ans aussi. 5 ans, ça fait un peu Ouais, l'intermédiaire. c'est 3 à ça. 5 ans, un truc comme ça. Et oui, du coup, pour venir à ce que tu disais, faire un plan d'action, on voit justement qu'on soit on évolue beaucoup plus vite sur certains points de notre vie, soit on évolue à l'inverse beaucoup plus lentement et qu'on doit justement bah, à voir si ça nous dérange ou pas. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, au niveau de la rémunération, moi je suis content parce que ça évolue beaucoup plus vite et mon 2000 € net, je pense que je vais l'atteindre peut-être en milieu d'année plutôt que fin d'année prochaine. Donc c'est très satisfaisant pour ça. Ouais. Mais à contrario, euh, pour filmer ma vidéo, je prends toujours pas le temps et c'est abusé. Ça me saoule. Ouais. Je me fatigue un peu. Donc l'objectif, voilà, c'est de mettre un petit peu plus. Vu que maintenant j'ai un peu plus de sécurité au niveau de la rémunération, je suis un peu moins anxieux, etc. Ça va être de mettre beaucoup plus d'énergie dans un compte Insta, mes vidéos, Ouais. publier, etc. Mais ce qui est bien aussi, c'est de faire un plan d'action, c'est que vu qu'on est la tête dans le guidon tous les jours, on voit par exemple, ah mais le mois dernier j'ai gagné ça ou j'ai fait ça, et du coup on voit pas le gros gap de différence, alors que quand on regarde ce qu'on avait prévu il y a un an par exemple, Mm. on voit par exemple si on a beaucoup plus évolué que ce qu'on pensait, on dit ah ben finalement je suis large par rapport à ce que j'avais prévu. Donc évidemment on va pas, le but c'est pas prévoir des trucs pour de toujours les réussir, c'est prévoir des éléments qui nous challenge mais qui nous donnent une certaine stabilité je trouve, Mm. surtout au niveau financier. Et du coup, des fois, on peut se dire, ah, mais je gagne pas assez. Et finalement, quand on regarde par rapport au plan d'action, on dit, ah, mais si je suis large par rapport à ce que j'avais prévu, Mm. je suis dans les temps, je suis dans les clous, ok, des stress, tout se passe bien. Ouais, c'est ça. Et puis ça évite, je trouve que ça évite aussi la course à toujours vouloir plus. Pour rebondir à ça, ça me fait penser au podcast de Sans permission, non? non, Eric Flag et Im Tarzan, Ah, j'ai pas écouté celui-là. qui disait que lui, il avait justement toujours la tête dans le guidon et tu relèves pas la tête et Im justement Tarzan. ouais, tu profites pas de tout l'environnement et dans le sens où tu travailles, mais au final pourquoi? Parce que lui, il a fait une dépression parce que son métier lui plaisait pas du tout. C'est pour Mm. ça qu'il a tout quitté du jour au lendemain. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça, en fait, à chaque fois, il recevait son salaire, ses 3000 € et il disait, vas-y, 3000 € de plus, 3000 € de plus. Et à chaque fois, bah, du coup, même si ça te plaît pas, t'es un peu conditionné par l'appât du gain Ouais. et gagner cet argent, mais pas forcément en étant dans un Heureux. sentiment de bonheur Ouais. et d'accomplissement. Ouais. Donc, je préfère gagner moins et quand même être heureux dans ma vie. Non, mais ce qui est bien d'avoir une guideline, c'est évidemment, faut pas être super précis. Ok, lundi, je vais faire ça. Mardi, je vais faire ça. Dans un mois, lundi, je vais faire ça. Genre, tu vois, genre trop détailler le truc, mais d'avoir les grandes idées, tout simplement. Et en gros, ça te donne juste des points de direction. Donc, Mm. bah, si on compare ça par exemple à une boussole, c'est ok, je vais aller à peu près entre 140 et 150 degrés est. Ok, très bien, je vais dans cette direction. Je me rapproche un petit peu. Mm. Ok, bah maintenant, je sais que je dois être un peu plus précis. Ok, je me redécale, 145, 150. Ok, chut, je me redécale encore. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, ça. T'as pas une ligne droite, super droite, parce que là c'est horrible à vivre, Mm. mais tu as une direction, tu sais que par exemple tu dois aller vers le nord, et tu divagues un petit peu Ouais, c'est justement, ça. de quelques degrés à chaque fois, mais tu réajustes ta barre à chaque fois, quoi. Et le fait de faire ça, justement, comment dire, en prenant en parallèle les deux visions, en mode tu vas tout droit et t'es focus sur ton truc. Ça, bien sûr, tu vas arriver beaucoup plus vite à destination, comme, je sais pas, un avion. Un Ouais. avion qui veut aller à une destination, Oui, il va directement si on dessus. change de 1 degré, au bout d'un Ouais. moment tu finis à des milliers de Ouais, kilomètres. c'est ça. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu vas directement, mais tu vois pas ce qu'il y a à côté. Mm. Comme quand tu vas très vite en voiture, bah, ton champ de vision il se rétrécit seulement là-dessus. Et moi, ce que j'aime bien dans le sens de faire des légers zigzags, je sais pas, de peut-être 10 mètres à chaque fois, on dira, et ben, ça te permet de voir
un environnement autre et de justement apercevoir peut-être d'autres opportunités Ouais. qui vont t'amener plus de bonheur, plus de travail, plus de... peu importe, Oui, plus ça se trouve, de tu t'es relations, trompé, etc. ça se trouve, tu t'es trompé au début et ça Ouais. permet aussi de réajuster par rapport à la réalité. En plus, Ce que tu avais prévu par rapport à la réalité, parce que la vie, c'est pas que la théorie. Donc, toi, si tu prévois un plan d'action sur 10 ans, évidemment que dans 2-3 ans, ton plan d'action, il va changer pas du tout de tout, mais il va grandement changer parce que tu sais que la réalité a fait que, quoi. normal, on peut pas, on peut pas tout prévoir. Je sais que tu es encore cette semaine. Je suis encore malade. Et puis voilà, du coup, plan d'action très utile Mm. pour progresser. Et on voit, ça nous permet justement de nous recentrer sur nos objectifs et prendre du recul justement pour voir sur nos... Là, vu que individuellement, on a bien progressé avec Vincent, on s'est remis sur notre projet Astia. Donc, Astia, c'est une boîte qu'on veut lancer ensemble sur justement de la préparation mentale, etc. On va pas rentrer trop dans les détails sur ça. Mais du coup, on a décidé de se relancer dedans parce qu'on avait plus d'énergie à allouer dedans. Ça évitait de nous éparpiller. En gros, là, on peut se concentrer dessus. Ouais. Et donc, chaque semaine, on a un petit objectif. Et donc, là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement fait notre plan d'action. Ok, notre but, c'est de faire ça, 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 ça. Enfin, on sait tout ce qu'il faut faire. Et du coup, Ça chaque pour cette semaine, on peut semaine. avancer tout doucement, mais sûrement. Mais sûrement, et faire quelque chose de très très quali. De très Parce qualitatif. qu'on De va toute façon, vouloir vous proposer de la préparation mentale de de qualité. Dutch quality. De Dutch quality. De French quality maintenant. Exact. Mais voilà, évidemment, on va vous en parler dans les limites du raisonnable chaque semaine. Comme ça, au moment, ça nous sert aussi de tableau de bord de comment on a Ouais, progressé. comment on puis, progresse, on pourra etc. faire un documentaire pareil que Squeezie à la Ça fin. sera stylé. Très stylé de fou, De ouf. mais Si ça marche. si ça Si marche. ça marche pas, Si ça marche flop, pas, on fait pas de tant pis. documentaire. Tant Ah, mais pis. on pourra réécouter justement ces podcasts-là et faire ah ouais, attends, c'est moi pour refaire sur le docu et tout, c'est trop Ouais, stylé. de ouf. Mais voilà, on vous en parlera de l'avancement, etc. Donc la première étape, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est justement de faire les différentes étapes qu'on doit suivre pour progresser. Pour Voilà. progresser et avancer dans notre boîte. Voilà. On va pas parler plus longtemps de la rubrique vie, ça fait quand même un petit 10-15 minutes qu'on... Très bien, ça discute. suffit. On On passe va- à la suite, la rubrique sport. Ouais, la rubrique sport. On va revenir du coup sur la petite vidéo YouTube qui va sortir moi ce dimanche. Donc le dimanche, ce sera le combien 1, 2, 3. Le dimanche 3 mars. Donc c'est une vidéo qui parlera justement de la musculation pour les sports d'endurance. Donc pourquoi c'est intéressant de faire de la musculation pour les sports d'endurance. On va revenir plus en détail dessus parce que du coup sur la vidéo, je parle assez vite. Voilà, je prends pas forcément le temps. Donc ceux qui sont plus intéressés, ils peuvent justement... je vais reprendre les mêmes points, mais je vais plus les détailler. Et pour tu aller pourras plus faire lentement. Tu pourras faire un lien, emmener justement les sur gens de la la vidéo sur le podcast, Ouais, je vais pourquoi faire pas ça. Je vais faire ça à la fin. Ça pourrait être sympa. Ouais, Comme mais ça, si tu regardais mes vidéos, tu saurais que je le fais déjà. Oupsie. Oupsie. Voilà, donc j'ai commencé la vidéo en disant que on recommande à tous ceux qui font de la course à pied ou de la sport d'endurance, ce serait intéressant de faire du renforcement musculaire à côté, etc. Ce qui est très vrai. Mais ce qu'ils proposent à côté derrière, c'est fais de la chaise pendant 30 secondes, fais du gainage pendant 30 secondes, auquel l'équilibre à un pied, et c'est très bien. Et évidemment, quand tu n'aimes pas du tout la musculation, c'est déjà une corvée justement de faire la chaise et de faire du gainage. Ah, surtout que moi je déteste la chaise. Surtout que c'est trop chiant. La chaise c'est chiant, on s'ennuie. Ouais, Ça voilà. brûle. En fait, c'est des trucs super faciles qui marchent à un minimum, mais c'est pas du tout optimal et même il n'y a pas forcément de plaisir derrière. Alors qu'il y a toute la partie musculation. Je sais que nous on aime bien la musculation, mais on déteste faire la chaise. Si on nous propose de faire de la chaise, on détestera alors que. Puis pour venir, de manière un peu plus physiologique, quel est l'intérêt de faire de la chaise en isométrie faudrait voir justement. Forcément, on a un impact positif, mais Pour renforcer les articulations, tu sais, ouais, au niveau renforcer et tout. l'articulation en isométrie. Oui, c'est juste pour ça. Hein, C'est tout Ouais. Ouais, c'est que les articulations. Donc, Ouais, c'est ça, c'est diminuer les finalement, douleurs, en musculaire, on n'a pas du tout t'as d'efficacité. un gain de force, mais c'est surtout pour renforcer les articulations. Quoi. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas de. En fait, c'est souvent sous-optimal et puis il y a beaucoup un gros camp. À part maintenant, on commence à faire les hybrides athlètes et tout, mais il y a un gros camp encore, go muscu à fond, aucun sport d'endurance, et de l'autre côté, que de sport d'endurance, aucune muscu à fond, Ouais. alors que le meilleur, c'est combiner les deux, quoi. Ouais, comme on avait dit la semaine dernière. Et surtout que, justement, voilà, quand on fait de la musculation en plus des sports d'endurance, on est meilleur en sport d'endurance derrière. Voilà. Carrément. Et donc, c'est ça qu'on va expliquer durant cette partie-là. Let's go. Donc, justement, concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire de la musculation par rapport au sport d'endurance? On va pas du tout améliorer notre VO2 max, on va pas du tout améliorer notre endurance, clairement, mais on va améliorer ce qu'on appelle l'économie de course. Donc, l'économie de course, qu'est-ce que c'est, Vincent? L'économie de course, c'est pour déplacer, par exemple, je fais 100 kg. Pour déplacer 100 kg sur 10 mètres, je vais consommer, admettons,
50 calories. Je dis des chiffres au hasard. Hein. Ouais, Ok. clairement. Mais l'économie de course, ça va être justement de diminuer Nombre de calories. ce taux énergétique, justement, pour pouvoir travailler sur plus longtemps. Ouais. Donc, justement, avoir plus d'endurance. C'est ça, donc Donc, déplacer les 100 l'objectif, c'est de kilos. déplacer voilà, les 100 kilos sur 10 mètres, mais en utilisant que 45, 40, 39, 38, etc. C'est ça. sur 10 mètres. Bah, en fait, comme le nom l'indique, l'économie de course, c'est s'économiser pendant la course, donc utiliser moins d'énergie pour une même action donnée. Et du coup, bah, à la fin, on a plus d'énergie, bah, du coup, plus d'énergie pour soit courir plus vite ou soit courir plus longtemps, Plus longtemps. voilà, Alloué. globalement. Et donc, du coup, pourquoi on a une amélioration de l'économie de course en faisant de la musculation? Plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on a une meilleure coactivation agoniste-antagoniste. Oui. Donc là, je suis allé très loin très vite sur ce point sur ma vidéo YouTube. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un agoniste et un antagoniste? Alors, un muscle agoniste. Déjà, on parle de muscles. Ouais. Les muscles, on a toujours un muscle agoniste et antagoniste sur chaque mouvement. On va prendre le mouvement, je dirais basique du curl biceps. Tout le monde voit ce que c'est. C'est C'est fermer une le flexion coude. du coude, C'est ça. de ramener la main sur la poitrine ou sur justement le bras. Vous voyez, vous avez le biceps. Le biceps, c'est le muscle à l'intérieur de votre bras. Donc, celui qu'on monte quand on monte les muscles. Bon, Là. les gens, ils savent que c'est un biceps Ouais, quand on même. sait jamais, on sait jamais. Bref, vous pliez votre bras et le muscle agoniste, c'est le biceps. C'est celui qui est responsable de la flexion du bras. Et vous avez l'autre muscle, c'est le muscle antagoniste. C'est, l'opposé. Voilà, qui fait le mouvement Qui fait opposé. le mouvement opposé. Donc là, ça va être l'extension du bras, ça va être le triceps du bras. Donc C'est le ça. triceps, c'est le muscle qu'on a à l'arrière. C'est ça. Voilà. Par exemple, si on veut tendre notre jambe, bah, du coup, le muscle qui va être responsable de tendre la jambe, ça va être le quadriceps. Ouais. Et la flexion de jambe, donc le fait de ramener son talon au niveau de ses fesses, le muscle responsable de cette flexion, ça va être l'ischio-jambier, pardon. Du coup, bah, sur le cas de tendre la jambe d'une extension de jambe, le muscle agoniste, ça va être le quadriceps, et le muscle antagoniste, ça va être l'ischio-jambier. Mm. Mais sur le mouvement de flexion de jambe, donc ramener le talon au niveau des fesses, le L'agoniste. muscle agoniste, ça va être l'ischio, et le Oui. muscle antagoniste, ça va être le quadriceps. Voilà, c'est En ça. fait, c'est simplement juste comment on se tourne. L'agoniste, c'est celui qui est responsable du mouvement, et l'antagoniste, c'est celui qui est responsable du mouvement opposé. Oui. Voilà. Et est-ce que, on va dire, est-ce que l'antagoniste, il est utile dans justement la flexion, dans l'extension, sur le curl biceps, est-ce que l'antagoniste, il est utile justement dans cette flexion ou pas du tout? Bah, il est utile sur la contraction excentrique pour ralentir le mouvement, pas se Ok. blesser. En fait, il est plus utile pour justement éviter de se blesser sur ça, Mhm. plus que pour la flexion. Évidemment, par exemple, si on fait une flexion de bras et que le triceps se contracte, et ben le biceps il va devoir se contracter encore plus pour faire la flexion pour justement, c'est une balance, pour justement tirer à l'opposé. En gros, il faut imaginer ça comme un tirage de corde. Mm. Et d'un côté, on a justement le biceps qui veut fléchir le bras, de l'autre côté, on a le triceps qui veut le tendre. Et en fait, ça dépend de quel côté le tirage de corde va aller pour effectuer le mouvement. C'est ça. Donc plus en fait on aura un triceps qui va se relâcher, moins le biceps aura besoin d'énergie pour faire cette flexion de bras. Alors qu'en revanche, si le triceps s'active de fou, et ben du coup le biceps il va devoir s'activer de fou, tirer de fou pour quand même faire la flexion de bras. Donc Mm. c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une coactivation agoniste-antagoniste, c'est que si on veut faire un mouvement, on doit justement, c'est une alternance entre activation, relâchement des différents muscles. Et en fait, il faut que la balance aille parfaitement pour justement économiser le plus d'énergie possible. Que ce soit le plus économe pour le corps. C'est ça. Et ça se réalise par des répétitions. Donc, vous voyez, quand vous démarrez la musculation, c'est là où on voit que les muscles agonistes et antagonistes, ils sont pas du tout encore très clairs entre eux. Ouais, ils sont pas synchronisés Ils en sont fait. pas synchronisés, c'est ça. Et par exemple, sur un mouvement de développé couché, on voit la barre ou alors les poids libres vont dans tous les sens. Et ça, c'est parce que justement, c'est le recrutement moteur qui se fait. Le recrutement des unités motrices, c'est vraiment celles qui sont responsables de la contraction musculaire, qui justement créent des liens entre vos neurones et vos muscles, qui justement met en place plus d'activation sur les muscles agonistes ou antagonistes. Ouais, en gros, le corps, il a pas très bien synchronisé encore tout ça, et du coup, il fait un petit peu n'importe quoi. Mais du coup, le but de la musculation, c'est d'avoir une meilleure synchronisation entre agoniste et antagoniste, donc relâcher l'antagoniste pendant qu'il contracte l'agoniste, et inversement sur un autre mouvement. Et pourquoi du coup la musculation permet une meilleure synchronisation agoniste-antagoniste? C'est qu'en faisant de la musculation en force, on va nous demander
d'avoir plus de connexion entre le cerveau et le muscle. Mm. Par exemple, si on n'a qu'un seul fil qui relie notre muscle à notre cerveau, le cerveau il va dire « Ok, contracte-toi à 100%. » Sauf que vu qu'il n'y a qu'un seul neurone, et que le neurone est assez petit, le muscle il va galérer, il va pas réussir à se contracter à 100%. Donc justement, pour monter jusqu'à ces 100% là, il va mettre plein d'autres connexions neuronales. Donc justement, il y aura plein d'autres fils qui vont arriver entre le cerveau et le muscle. Et du coup, l'information, il y aura beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'énergie. Et du coup, le muscle pourra se contracter à 100%. Et ce sera beaucoup plus précis. Voilà. Parce que chaque fibre va être innervée justement de une ou plusieurs fils, comme tu l'imageais. Du coup, la contraction sera beaucoup plus précise et on pourra justement aller chercher beaucoup plus de contractions en fonction des différentes couches de fibres. On va dire, si je peux encore imaginer ça le plus possible, évidemment, c'est pas ça la réalité absolue, mais pour comprendre, c'est assez clair, en gros, on va dire qu'il y a 100 fils qui relient le muscle au cerveau, et chaque fil est responsable d'un pourcentage différent. Donc par exemple, si on veut contracter notre muscle à 70%, il y aura 70 fils qui vont se contracter. Donc voilà, si on est précis et qu'on veut contracter par exemple à 72%, si on n'a que 7 fils, on va pouvoir contracter que justement à 70%. Tu vois, ça va être un multiple de 10. Alors que si justement on a 100 fils, on va pouvoir vraiment aller dans les 72%, parce qu'il y aura vraiment un fil par pourcentage, tu vois. Je sais pas si là j'étais clair sur mon image. Bon, ça va. Ça va. Vive bof. Est-ce que tu veux parler de la loi d'Edman ou pas du tout? Non, je pense que ça va être un peu trop long. Pour un autre podcast. Ouais, c'est ok, ça. très C'est bien. ça. Mais voilà, faut s'imaginer que plus on a de force, plus on aura de fil, et du coup plus on pourra être précis sur nos contractions. Et du coup, plus on pourra être précis sur nos contractions, plus on pourra synchroniser au maximum nos muscles. Et c'est comme, par exemple, si on veut écrire avec nos mains, on va être giga précis, alors que si on écrit avec nos pieds, vu qu'on n'a pas beaucoup de connexion entre nos pieds, la précision de nos pieds et notre cerveau, on ne sera pas du tout précis, justement, on écrira n'importe comment. Et donc c'est la même chose, en fait, c'est que on pourra contracter notre muscle à 70%, alors qu'à l'inverse, si on est plus précis, on pourra le contracter à 72,42%, tu vois. Et du coup, plus on est précis, plus on a une meilleure synchronisation, et du coup, plus on peut relâcher l'antagoniste pendant que l'agoniste se contracte. Voilà, tu as bien fait le retour en arrière. Le retour en arrière Ouais, par rapport c'est au ça. truc de base. Et du coup, c'est ça, la musculation sert à créer cette coactivation agoniste-antagoniste Voilà. de manière beaucoup plus optimale que, que de la course à pied pure et dure, dans le sens où, bien sûr, il faut faire les deux pour devenir meilleur en endurance, mais la musculation tend à être un petit peu plus efficace. C'est ça, sur l'économie de course, ça permet justement, c'est ça, de meilleure synchronisation, donc on économise son énergie parce que, justement, on reprend le cas du biceps et du quadriceps. Non, je prends le cas du quadriceps parce que c'est mieux pour la course. Ouais, c'est mieux pour Le la course. quadriceps n'aura pas à se contracter beaucoup plus pour compenser la contraction de l'ischio. Vu que l'ischio se contracte quasiment pas, le quadriceps il doit fournir juste le minimum d'énergie pour faire l'action donnée. Voilà. Le deuxième point, pourquoi on a une meilleure économie de course quand on fait de la musculation, c'est par rapport à la charge relative. Donc là, on va prendre un exemple qui parle assez clairement. La charge relative, c'est les 30 kg, combien ça nous semble être super lourd ou pas. Par exemple, si on commence la musculation, faire des squats à 20 à 30 kg, c'est super dur, alors que maintenant, faire des squats à 20-30 kg pour nous, c'est super simple. Donc ça, c'est la charge relative. Donc une même charge est relative à notre appréciation personnelle. Et à par notre rapport à poids de notre niveau. corps, etc. C'est ça, par rapport à notre niveau. Faut savoir que dans le corps, on a plusieurs fibres musculaires, plusieurs types de fibres musculaires. Donc on a les fibres de type 1, qui sont des fibres plus endurantes, comme la filière aérobie en gros. Donc c'est des fibres qui vont durer longtemps dans le temps, mais qui vont pas fournir beaucoup d'énergie. Voilà, donc on a beaucoup des fibres de type 1 dans les mollets, dans les fesses. Parce que c'est des fibres musculaires qui sont assez lentes, mais qui fournissent pas beaucoup d'énergie, vont pas monter dans les 100%. Ensuite, on a les fibres de type 2. Donc là, il y a 2A ou 2B. 2B, c'est pour vraiment les forces max et la force très intense, mais qui vont durer justement quelques secondes. Et 2A, c'est l'entre-deux, globalement. C'est maxi rapide. C'est ça, voilà. En gros, les fibres 2, ils vont faire des intensités à 100%, mais ils vont durer 2-5 secondes. Alors que les fibres de type 1, ils vont faire des intensités qu'à 50%, mais ils vont durer beaucoup plus longtemps. Et donc du coup, la charge relative, ça fait que si on commence la musculation, si on ne fait pas du tout de musculation, soulever 30 kg, par exemple, ça va être utilisé par nos fibres de type 2, parce que c'est notre maximum. On ne peut pas soulever plus de 30 kg, donc c'est vraiment une intensité de 100% pour nous, et ça va durer vraiment pas très longtemps. Alors qu'à l'inverse, si on fait de la musculation depuis longtemps, comme nous par exemple, les 30 kg pour nous maintenant c'est utilisé par nos fibres de type 1, parce que c'est l'échauffement pour nous. On peut faire des séries de 30 kg au moins sur 15, 20, 30 reps, donc c'est sur un temps assez long et c'est une intensité qui est assez faible pour nous. Donc là on a dit sur les 30 kg, mais c'est exactement pareil sur la charge
la vitesse ou le temps de course. Et évidemment, en fait, ça aura des répercussions sur ça, vu que nos fibres de type 1 seront utilisées pour des intensités, on va dire, moyennes. Je crois que je suis en train de me perdre là. Moi, j'ai l'impression. On va recommencer. Bah, essaie de l'expliquer parce que du coup, moi, je me perds sur ça. Alors, pour reprendre. Alors, attends. Bah, je pense que les différentes fibres, on a capté. Ouais, c'est ça. Plus. Ouais, j'arrive pas à l'expliquer plus en détail C'est après. vrai que c'est compliqué. À imager, ouais, c'est. Plus on va utiliser plus on va s'entraîner sur une charge, plus elle va devenir facile au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est la base, c'est normal, parce qu'on va avoir la surcharge progressive, etc. Et en gros, plus ce sera simple, plus on va utiliser les fibres de type 1, donc les fibres les fibres endurantes. Et quand ce sera plus dur, on va plus utiliser les fibres de type 2. Voilà, pour de la force max, pour un effort court et très intense. Je te laisse reprendre, du coup, ça voudrait dire que le but, c'est d'utiliser toutes les fibres. Le but, ça va être surtout quand on fait de la course à pied, on va dire, on court à 70% de notre max, on va du coup utiliser nos fibres de type 2A, on va dire. Parce que c'est quand même des intensités assez élevées. Mais en faisant de la musculation derrière, ces fibres de type 2 seront habituées à justement subir des charges Encore plus idem, lourdes. Ouais, encore plus lourdes, des charges idem à justement ces 70% de course à pied. Parce que si on compare tout en newton, c'est quasiment pareil. Et du coup, les 70% précédents vont être utilisés par les fibres de type 1. Sauf que les fibres de type 1, c'est plus pour des efforts de 30% qui durent beaucoup plus longtemps. Donc notre précédent 70% de course se transformera en un 30%. Oui. Et du coup, on pourra courir beaucoup plus longtemps. D'accord. Voilà. Donc le but, c'est de charger lourd. Voilà. Par exemple, sur un squat. Augmenter sa force max. Pour augmenter sa force max, qui va nous paraître justement plus facile sur des distances plus longue. Ouais. En fait, je sais pas si on peut l'expliquer plus clairement. Je pense que de toute façon, les gens ils ont totalement compris depuis le début. Et, j'espère pour vous. Au pire, revenez vers nous et puis on le réexpliquera la semaine prochaine encore mieux. On essaiera. Voilà. Donc voilà, le troisième point simple. Voilà, le troisième point est beaucoup plus simple. Voilà. Pourquoi la musculation améliore l'économie de course? C'est au niveau de la raideur du tendon d'Achille. Donc le tendon d'Achille, c'est le tendon qu'on a du coup derrière le talon, on le connaît tous. Et en fait, un tendon, c'est comme un élastique, et plus le tendon sera raide ou épais, plus l'élastique sera épais et du coup pourra renvoyer facilement de l'énergie. On voit un élastique qui est tout fin, on le tend comme un fou, il n'y a pas de souci là-dessus, il revient, mais il revient assez lentement. Alors qu'un gros élastique bien épais, si on prend plein d'élastiques d'un coup, on lâche, il va super vite, il claque après derrière. Oui, normal quoi. Voilà. Donc, un élastique. C'est ça, donc plus un élastique est épais, plus il renvoie de l'énergie. Donc plus un tendon sera raide, plus il renverra de l'énergie. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que du coup, le tendon, ça c'est tout l'aspect plus pliométrique, c'est un effet justement on envoie un tout petit peu d'énergie, et après c'est un effet boule de neige, ça renvoie, et comme ça, au renvoi, on n'a pas besoin de réutiliser de l'énergie pour effectuer ce renvoi, vu qu'il se fait automatiquement. Très bien. Je sais pas si là j'étais Là c'est clair. Voilà, donc en gros, quand on fait de la musculation, on raidifie, je sais pas si ça existe comme mot. On rend raide. Ouais, mais du coup c'est quoi Je sais pas. On raidifie le tendon. On en raidit. J'aurais dit. C'est quoi, on va regarder. Vas-y, regarde sur le chat GPT en attendant. Chat GPT. Tu l'as sur téléphone ou tu veux sur Google Ça marche très bien. Ouais. Donc, on rend plus raide le tendon, et donc il va plus facilement restituer de l'énergie. Et donc, en fait, c'est de la physique pure et dure. C'est de la cinétique. Et du coup, plus il restitue de l'énergie, moins on aura, nous, à fournir de l'énergie pour effectuer le même mouvement. Quatrième point, la musculation, ça améliore la cinématique du tronc. La cinématique du tronc, c'est quoi en fait? C'est quand on fait du gainage actif, quand on renforce toute notre stabilité du tronc, donc notre torse, notre abdomen, on fait du gainage, en gros, du gainage plus actif. Quand on va courir, on va éviter de faire des mouvements superflus. Donc notre corps va éviter de courir dans tous les sens, de bouger dans tous les sens, et on va simplement rester gainé et rester droit. Et en restant gainé et en restant droit, on va justement réduire cette dépense énergétique qu'on aurait eu justement en stabilisant notre tronc parce qu'on n'est pas du tout gainé. Voilà, donc vu qu'on n'a pas d'énergie à allouer à la stabilisation de notre tronc, on peut plus facilement l'allouer à la course, et donc c'est pour ça que ça permet d'augmenter l'économie de course. Et donc du coup, ces 4 composantes-là qu'on a vues pour améliorer l'économie de course, par un effet cascade, ça va augmenter la vitesse de course, parce que du coup, plus d'énergie à allouer, comme on a dit au début, ça permet de courir soit plus longtemps, soit plus vite. Voilà. Un autre point, pourquoi c'est intéressant de faire de la musculation en plus des sports d'endurance, et ça c'est un point qui est vraiment intéressant,
Tu trouves pas du coup la raideur? Devenu raide. C'est Dis nul. pas plus. Bon, tant pis. On Redify, s'en fiche. j'aime Non, bien. moi, j'aime bien en ready. En Reddit, c'est pas mal en vrai. Du coup, pourquoi c'est intéressant de faire de la musculation en plus des sports d'endurance, c'est que ça permet de réduire le risque de blessure. Et évidemment, quand on va faire des squats super lourds, du développé couché, de l'overhead press super lourd, on va mettre de la contrainte de fou sur nos articulations. Oui. Et qui dit contrainte de fou dit renforcement de fou aussi de nos articulations. Donc on aura des muscles beaucoup plus solides, des articulations beaucoup plus solides qui pourront subir beaucoup plus de contraintes. Et du coup, même si on fait des sports d'endurance, en fait, chaque pas, par exemple en course à pied, va faire un gros choc au niveau de nos articulations. Et évidemment, si ces chocs sont répétés et notre articulation n'est pas prête, c'est là où on se blesse. Alors que si justement, c'est des chocs, mais notre articulation, elle subit ça au quotidien, elle s'en fout, on va pas se blesser, ça va même pas l'atteindre. Donc Oui. c'est pour ça que ça permet de réduire le risque de blessure. Est-ce que tu veux plus en détail dessus ou Non, pas? je trouve ça très très clair. Ouais. Et donc c'est pour ça, voilà, souvent il y en a qui se plaignent de j'ai mal à la hanche quand je cours, j'ai mal au J'ai genou, mal au genou. j'ai mal à l'épaule quand je nage. Et faites de la musculation, vous réduirez largement et drastiquement votre douleur aux genoux et aux hanches. Après, ne pas confondre ce type de blessure et les différents syndromes qu'on peut avoir, comme le syndrome de l'essuie-glace ou alors... Oui, c'est ça c'est juste des douleurs de base. Ouais, c'est ça. Mhm. Vraiment des petites douleurs du type... Attends, je trouve pas. Syndrome rotulien. Je pense que ça peut... Ça, c'est efficace, par contre. Parce que... Il se fout de ma gueule parce que j'ai plus de voix. Oui, du coup, toutes les douleurs qu'on ressent dans les genoux, dans les chevilles, dans les hanches, faites des squats lourds. Ça, Ouais. ça en enlève un bon paquet. Là ça fait quasiment 2 ans que je cours, on va dire 1 an et demi. Et justement en faisant de la musculation derrière, j'ai jamais eu de douleur aux hanches, aux genoux, jamais eu de syndrome rotulien, etc. J'ai eu des périostites parce que j'ai mal géré ma charge. Mais et que quasiment tout le monde a des périostites aussi. Mais au niveau purement douleur aux articulations, j'ai rien eu. J'ai pas eu de grosses douleurs à la cheville, grosses douleurs aux genoux ou quoi que ce soit. C'était plus musculaire mon truc quoi. Donc c'est pour ça que la musculation permet de réduire drastiquement le risque de blessure. Et le risque de blessure, c'est ce qui détermine ou pas si un athlète sera bon ou pas. C'est vrai. Voilà. Parce que Parce si que un le mec est but, blessé, C'est de durer sur le oui, long voilà, terme. c'est ça. C'est ça. Et du coup, souvent, voilà, on me dit, ouais, mais j'ai pas le temps de faire de la musculation. Parce qu'en fait, on a l'image des gens qui vont 4, 5, 6 fois à la musculation. Ils me disent, j'ai pas le temps de faire la musculation. Dès que j'y vais, j'ai des courbatures. Après, je suis uniqué pour ma séance. J'ai des jambes lourdes. Et ce à quoi on va répondre sur ça, c'est que déjà, la musculation, il suffit d'en faire 1 fois ou 2 par semaine, grand maximum. Donc, justement, il suffit, par exemple, si on court 3, 4 fois, on peut rajouter une séance de muscu dans la semaine. Oui. Voilà, c'est pas ça Ou qui la va... remplacer. Tout Ou la simplement. remplacer, ouais, c'est pas ça qui va forcément changer grand chose. Et au niveau des courbatures et des jambes lourdes, en fait, c'est que le programme de musculation n'est pas adapté. Évidemment, si on fait de l'hypertrophie, on aura des jambes giga lourdes, alors que si on fait de la force max, où c'est plus des sollicitations nerveuses que musculaires, Oui. on n'aura pas de courbatures, on n'aura pas de jambes lourdes derrière. Et en plus, au niveau des courbatures, les courbatures, on sait tous que c'est quand la séance est entre guillemets mal faite, et quand la séance est bien faite, on y va vraiment progressivement, on n'est pas censé avoir des courbatures. Oui. Et un autre exemple sur ça, c'est que moi je travaille du coup au club de hockey avec les joueurs pros. Les joueurs pros, ils font 4-5 entraînements de... Non, ils ont 4 entraînements de glace, 4 entraînements de muscu et un match. Et ça chaque semaine. Et c'est pas pour autant qu'ils sont pas performants, c'est pas pour autant qu'ils ont des courbatures à chaque séance. Non, c'est que la gestion de la charge, elle est bien faite. Et même les pros, quand ils ont genre 2 matchs par semaine, et du coup ils font de la prépa physique avant les matchs, 1/4 d'heure, et après les matchs, ils refont 1/4 d'heure de prépa physique derrière. Donc, C'est que si Donc, on peut faire c'est beaucoup de bien sport. fait, si c'est bien fait, ça marche bien quoi. Et je vais retrouver du coup les chiffres précis de la musculation, ça permet d'augmenter la performance. C'est bien rangé mon ordi. très bien. Il a bien rangé tous les documents, bien triés. Alors ça c'est Par hiérarchie. une synthèse qu'on a vue en cours. Et du coup, la musculation, il faut que je retrouve le chiffre précis. Non, ça va, je crois. Titi. Oui. Je vais chanter en attendant. Ça, Ça c'est permet pour de la plio, d'augmenter ça. de... Ouais. Voilà, Après, mais la plio, c'est de la utile. force. En fait, ouais, c'est ça. Plus vous mettez des charges sur vos quadriceps, imaginons, vous n'avez pas d'abonnement à la salle de sport, vous ne voulez pas prendre d'abonnement à la salle de sport, Ce qu'on comprend, parce que ça coûte cher aussi. vous faites juste de la pliométrie. Déjà, ça sera beaucoup plus efficace que faire de la chaise. Vous faites, vous Des montez sur sauts, votre chaise, etc. vous sautez en contrebas pour sauter le plus haut possible par la suite.
Donc vous avez le rebond, et ce rebond va être beaucoup plus efficace pour justement travailler vos traders au niveau du tendon, comme on disait tout à l'heure. Comme ça va vous permettre Ouais. de renvoyer cette force. Vous allez aussi avoir du coup plus de contraintes au niveau des genoux, au niveau des chevilles, et votre corps va s'adapter vu que vous devez réceptionner votre poids du corps. Bien sûr, ça, il faut gérer avec un programme adapté, parce que si vous faites trop de sauts dans votre séance, là, vous allez avoir des contraintes trop supérieures à ce que votre corps Ouais. peut s'adapter, et donc ça peut entraîner des blessures. Bah, la pliométrie, c'est assez compliqué aussi, donc on fera un podcast plus détaillé dessus, mais il faut s'imaginer que la pliométrie, c'est juste des sauts, globalement. Des Et sauts donc de ça permet lapin. d'améliorer. Et là, justement, on a les chiffres d'une étude justement sur une performance sur un 5 km, ce qui est très court, un 5 km, mais un programme de musculation de 6 semaines en force, donc 6 semaines, c'est rien du tout non plus. Ça permet d'augmenter la vitesse de 4%, donc justement, perdre 40 secondes sur 5 km, donc c'est énorme. Donc imaginez, c'est comme si vous améliorez votre temps aux 10 km de plus d'une minute juste en faisant de la musculation, quoi. Donc c'est... Et là, c'est que 6 semaines, donc imagine au bout d'un certain temps... Oui. Donc voilà, là on a les chiffres, c'est plutôt pas mal. C'est On va finir ici sur la rubrique sport. très très bien. Oui. On va passer à la rubrique C'est mentale. bon, t'as fini toutes les Je finis toutes les parties. étapes, Toutes les les étapes. parties. Parfait. Si on résume, la musculation, ça améliore globalement l'économie de course. Donc c'est-à-dire qu'on économise plus d'énergie en courant, donc on peut courir plus vite et plus rapidement. C'est ça, sans se Voilà. blesser. Voilà, sans se blesser. Super. Partie mentale. Partie mentale. Partie mentale, on parle Le des différentes développement- étapes. Les différentes étapes d'un développement C'est mental. ça, les différentes étapes. Alors, ce que j'ai découvert en faisant la pratique de la préparation mentale auprès des différents clients que j'ai, c'est que le tout premier truc à faire en fait pour un préparateur mental, on nous apprend qu'il faut améliorer les habiletés de base, confiance en soi, anxiété, stress, ça, c'est ce qu'on apprend à l'école, mais dans la réalité, ce qui marche le mieux, je trouve, c'est en tout premier lieu, c'est se connaître, tout simplement. Se connaître, c'est on a tout de suite l'image de ok, je connais mes émotions, je sais comment les ressentir, etc. Mais c'est plus se connaître dans le sens où on peut prendre un peu de recul sur notre vie et dire ah ok, là je sens que je suis stressé, je sais que je suis stressé, je sens que je suis stressé parce qu'il y a ça, 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 ça. Ou ah ouais, là je constate que en ce moment j'ai moins confiance en moi par rapport à ce que j'ai d'habitude et je sais que j'ai moins confiance en moi parce que ça, 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 ça. Ou je sais que je suis moins motivé par rapport à la motivation que j'ai d'habitude au quotidien. Je sais qu'en ce moment je suis moins motivé. Ok, je sais que c'est dû à ça, 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 ça. Et en gros, c'est qu'on arrive vraiment à se connaître de façon très précise. Et il y a beaucoup de gens, ils sont ah juste je me sens pas bien, mais Ils savent pas d'où ça vient. ils savent pas d'où ça vient. Alors que par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une petite baisse de motivation et j'ai réussi à vraiment dire ah ok, là je me sens pas bien parce que j'ai une baisse de motivation au quotidien. Pourquoi je sens que mes niveaux de dopamine ont baissé. Ok, je vais prendre des douches froides vraiment le matin un peu plus longtemps. Je vais me sortir plus dehors. Je vais faire ça, 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 parce que je sais que c'est dû à tout ça en fait. Tu sais qu'on va mettre en place pour pallier Ouais. à ces manques. C'est ça. Ça c'est l'étape d'après, Oui, le c'est ça. différent pont. Mais le premier, c'est que je sais globalement ce qui m'arrive. Oui, on sait repérer justement les choses qui nous affectent. C'est ça. C'est par exemple, avant de faire un oral, on sait tous qu'on est plus ou moins stressé avant de faire un gros oral. Mais là, on sait qu'on peut dire, ok, là je suis stressé parce que je fais un oral devant plein de gens, j'ai pas l'habitude, j'ai pas forcément bien préparé mon sujet. J'ai Ok. les mains moites. J'ai les mains- Ouais, on arrive à voir les différents signes. En fait, la première étape d'un développement mental, c'est de se connaître de base. Et rien de se connaître de base, ça permet de faire une grande étape par rapport à rien du tout. Oui, c'est sûr. Tu as un exemple sur ça ou pas du tout? Je réfléchis. Moi, je vais avoir une compète de danse, du Mhm. coup. J'ai retrouvé, c'est à Saint-Étienne-du-Bois. Ouais. Donc ça va, c'est à côté de chez Ah moi. oui, c'est à côté de C'est à nous. côté de chez moi. Ah donc vas-y, c'est on ira alors. royal. Let's go. Et du coup, c'est dans 2 semaines et demie. Mhm. Ça commence à arriver très très vite. Là, on est relativement prêt. On enchaîne les accros, la danse. C'est pas encore beau, c'est pas encore soigné, mais on commence à enchaîner. Là, Ouais. donc ça va. Un peu de stress dans le sens où moi, c'est ma toute première compète. Je sais très bien qu'arriver là-bas, je vais être perdu, je vais être stressé parce que c'est un événement que j'ai jamais fait. J'ai jamais participé à un événement à une compétition de danse telle quelle, j'en ai déjà vu, bien évidemment. Mais je sais pas comment réagir, je sais pas comment je vais devoir me mettre en place, à quel endroit C'est un danser. événement inconnu. Ouais, c'est ça, à quel moment. Bref, voilà, c'est inconnu. Donc, je sais très bien que je vais être stressé.
Et je vais mettre en place des choses pour pallier à ça. Et je sais que ça va. De base, je suis une personne assez qui prend du recul et qui sait justement gérer mon stress. Sans pour autant avoir fait de préparation mentale, etc. Ouais, Je sais c'est- comment gérer mon stress depuis petit. Donc ça va. Mais je sais que je vais quand même avoir des signes de stress. Je vais être tout transpirant, tout moins, comment dire, moins rigolo. Tu vois, Oui, je vais moins rire, je vais être dans ma bulle, je vais être concentré. Et ça me permet justement déjà de contrôler ouais, l'événement. c'est ça. Mais tous ceux qui vont dire aussi, ouais, mais c'est bon, moi je sais gérer mon stress, etc. On a tous des habiletés de base, comme par exemple un mec qui va être plus fort en course que quelqu'un d'autre, un mec qui va être plus musclé que quelqu'un d'autre, c'est tout ce qui est génétique. Et au niveau génétique, évidemment, on aura des meilleures habiletés mentales que d'autres personnes. Oui. Mais l'idée, voilà, la toute première étape, c'est se connaître pour savoir ce qui nous arrive à l'instant T. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est prendre un peu de recul et le travail que je fais avec mes beaucoup de joueurs, etc., c'est qu'ils arrivent, ils me disent ah ouais, bah à un moment, j'ai senti que j'étais un petit peu en colère et tout, et avant, je savais pas pourquoi. Et en fait, j'ai réussi à prendre ce recul-là et dire ah non, mais ok, là, je me rends compte que je suis en colère, déjà, c'est déjà une bonne étape, parce que souvent, quand on est en colère, on est dans le truc. Donc, ils me disent ouais, je me suis rendu compte que j'étais en colère, et en 2 secondes, j'ai analysé pourquoi j'étais en colère, parce que mon coloc avait pas fait ça, 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 ça. Et vraiment, en 20 secondes, en fait, j'ai réussi à prendre ce point de recul-là et à comprendre la situation, alors qu'avant, je l'avais pas du tout comprise. Et c'est ça, la première étape, en fait, c'est se comprendre, se connaître. Et ça, c'est la toute première étape d'un développement mental. Ça permet justement de passer à l'étape 2. L'étape 2 qui est... Aller à l'objectif où on veut aller. Voilà. Donc par exemple, je sais que je suis en colère, mon objectif c'est de plus être en colère. Ouais. Je suis stressé, mon objectif c'est de ne plus être stressé. Je sais que je suis pas confiant, mon objectif c'est d'être confiant. En gros, c'est savoir précisément où est-ce qu'on veut aller par rapport à la situation. Ok, je sais que là je suis avec mes potes et tout, j'ai pas besoin d'être confiant à 100%. Ok, donc ça sert à rien de faire un truc mental sur ça. Mais avant de passer à l'oral, avant de faire une formation par exemple, je sais que ok, là je me connais, je suis confiant qu'à 3-4 et je sais que pour performer, je dois être confiant à 8-9. Oui. Ok, donc j'ai mon étape de passer de 3-4 à 8-9. 8-9. Voilà, c'est simplement après savoir où est-ce qu'on veut aller. Deuxième étape, c'est ça. Voilà, parce qu'on sait ce qui est optimal pour nous par rapport à la situation donnée. Troisième étape, c'est de mettre en place... Troisième étape, c'est les différents ponts. En fait, différents ponts que c'est tu comment fais. passer de 3-4 à 8-9. Ouais. C'est ça. Voilà. Mettre en place des situations qui te mettent justement plus ou moins en confiance, qui te mettent plus ou moins de stress, plus ou moins de différentes Ouais. habilités qu'on cherche C'est à ça. développer. Et là, je vais poser différentes questions à vous, les auditeurs, ou à toi, l'auditeur qui nous écoute, parce que je pense pas que vous écoutez à plusieurs. C'est justement, est-ce que un jour, t'as déjà été justement en colère, t'as été triste, ou t'as été... voilà, mais tu comprenais pas pourquoi t'étais comme ça. Voilà. Tu comprenais pas pourquoi t'étais stressé, tu comprenais pas pourquoi t'étais dans cet état-là, où tu savais même pas forcément dans quel état t'étais. Donc tu savais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais tu savais pas vraiment pourquoi. Donc ça déjà, c'est que justement, l'étape 1, elle peut être remplie par justement la préparation mentale. Étape 2, c'est justement, tu sais que ça va pas très bien, mais tu sais pas ce qu'il faudrait non plus pour justement, tu sais pas où est-ce que tu vas aller, t'es un peu perdu justement, tu sais pas où est-ce que tu vas aller déjà de base. Donc ça, c'est l'étape 2. Oui, justement, tu sais que t'es stressé, tu sais que t'aimerais bien ne pas être stressé. L'étape 3, tu sais pas par contre comment faire pour aller de l'étape 1 à l'étape 2. Donc voilà, c'est les différentes étapes de la préparation mentale, et quand on arrive à faire ça, c'est la grosse base de la préparation mentale. Après, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus précis, savoir par exemple, ok, là je suis confiant à 7,2, alors que je sais que je dois être confiant à 8,5. Ok, c'est très précis, en fait c'est ça, plus on fera de la préparation mentale, plus on arrivera à être précis à ce stade-là. Mais déjà, l'état de base, c'est savoir, ok, je suis pas confiant, je veux être confiant. Ok, c'est globalement le gros truc. Et plus on en fera, plus on pourra être précis, plus on pourra s'adapter à différentes situations données. Donc évidemment, là, quand on commence la préparation mentale, on s'entraîne à des situations très précises, où ça arrive régulièrement, de façon récurrente, etc. Mais le but de la préparation mentale, c'est au bout d'un certain niveau, s'adapter à toutes les situations qui peuvent arriver. C'est ça, même situation qu'on n'a pas travaillé. Ok, je l'ai pas travaillé, mais je sais que ça me provoque ça, parce que je me connais. Je sais que du coup, dans cette situation, je dois être plus ou moins là-bas, parce que c'est un truc que plus ou moins je connais. Ouais. Ok, je vais faire ça. Et en fait, c'est comme le plan d'action, on avance, et on se réajuste comme ça au fur et à mesure en avançant. Voilà. Donc c'est ça le but de la préparation mentale. Ouais, c'est ça, c'est savoir réagir à des situations qui nous mettent dans l'inconfort le plus souvent. Pour retomber dans un état de confort, pour performer au maximum. Et c'est ça qu'on nous apprend pas à l'école, et ces 3 étapes mentales-là, elles marchent pour toutes les habiletés. La confiance en soi. Ok, je sais que je suis pas confiant, je sais que je veux être confiant, comment je fais pour être de l'un à l'autre.
pour la motivation, pour le stress, pour gestion de la peur, gestion de l'énergie, etc., etc. Pour toutes les habiletés, en fait, tout ce qu'on a à disposition dans le mental, bah ça permet de développer tout ça. Et pour revenir là-dessus, souvent pour imager le trait, en gros, on a tous vécu ça à l'école, on est stressé me concernant, moi j'étais stressé pour passer devant les camarades Moi, j'étais stressé aussi. en faisant pas un PowerPoint, mais un exposé. Ah ouais, ça faisait Et trop peur ça. souvent, on essayait de mettre en place des stratégies justement pour réduire nos stress, pour justement être beaucoup plus confiant. Moi, je sais que je faisais vite fait des exercices de respiration, je respirais un petit peu plus lentement et je sais que ça marchait un petit peu sans pour autant avoir connaissance de la préparation mentale. Ouais. Et du coup, la préparation mentale, c'est vraiment de vous donner plein d'outils qui vous correspondent pour gérer au mieux vos situations. C'est ça, parce que la respiration, évidemment, il y a un truc qui va marcher pour quelqu'un, il y a un truc qui va pas du tout marcher pour l'autre. Par exemple, la respiration de feu, je sais que ça marche super bien pour moi, c'est trop drôle comme nom. En gros, la respiration de feu, c'est que... ça la mèche, là. c'est qu'on souffle très fort, on expire très fort, donc on le... très fort, et en fait, avec l'élasticité de notre cage thoracique, on regagne de l'air en faisant ça. Donc moi, je sais que j'ai une bonne élasticité de ma cage thoracique, donc je peux facilement faire ça pendant longtemps. Alors quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui n'a pas une bonne élasticité, ça va pas du tout lui convenir, et du coup, pour s'activer, il doit faire une autre respiration. Mais du coup, on dit, ok, bah respire lentement, mais il y a plein de respirations en fait, pour se calmer, et en fait, certaines respirations vont être plus adaptées à toi, certaines respirations vont être plus adaptées à toi dans telle situation, et pas dans une autre situation. En gros, voilà, le but de la préparation mentale, c'est de se connaître dans toutes les situations possibles imaginables. Voilà. De savoir ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas. Et en plus, là, on parle de la respiration. Et en respiration, il y en a peut-être une infinité. Mais à côté, on a de l'imagerie aussi. C'est le fait de s'imaginer réussir, de s'imaginer, pourquoi pas, galérer, mais à la fin réussir, de s'imaginer victorieux, de s'imaginer plein de situations. Ça aussi, c'est encore un autre pan de la préparation mentale. Et vous voyez qu'en préparation mentale, il y a tellement de pans et de différentes méthodes pour justement pallier à vos situations. C'est un truc de fou. Bah, l'imagerie mentale, on en parlera aussi dans un podcast plus détaillé parce que c'est super intéressant. Et c'est très complexe aussi. Mais voilà, on a tous vu des gens passer à l'oral. Moi, je me souviens, il y avait une fille qui était avec moi en 5e, je crois. Toute la classe devait se tourner parce qu'elle avait trop peur de passer devant plein de gens. Tu vois. Ouais. Non, elle était passée à l'oral pendant la récré parce que justement, elle voulait pas que les gens regardent. Ou on passe à l'oral et on est comme ça parce qu'on sait pas gérer le stress tout simplement. Donc on sait qu'on aimerait bien être un peu moins stressé, on sait qu'on est plus ou moins stressé, mais on sait pas comment faire pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc ça c'est... Si on a cette idée-là en base de la préparation mentale, on sait pourquoi on fait de la préparation mentale, globalement. Et ça se limite pas justement à seulement la respiration, seulement l'imagerie mentale, seulement de la méditation, la méditation en tailleur au Tibet. Ouais. Ça se limite pas seulement à ça, il y a tellement plein de méthodes que vous faites sûrement inconsciemment. Le plus souvent, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, l'imagerie, pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, vous voyez les pilotes de F1, les skieurs alpins, les grimpeurs en escalade. Les grimpeurs, voilà, qui s'imaginent monter la voie, qui s'imaginent réaliser leur descente de ski ou alors leur circuit de course. Il y a plein de techniques, voilà. Les différents thèmes qu'on peut retrouver dans le travail de préparation mentale, on a tout ce qui est fixation d'objectifs, comment bien se fixer des objectifs efficaces. On a tout ce qui est justement confiance en soi, affirmation de soi, estime de soi, parce que c'est 3 trucs différents. Et souvent on mélange tout. Souvent on dit j'ai un problème de confiance en moi, alors c'est un problème d'estime de soi. Souvent on dit j'ai un problème de confiance en moi, mais c'est un problème de confiance à l'instant T ou un problème de confiance dans un état général. On a tout ce qui est engagement par rapport à une activité, comment s'engager, etc. Tout ce qui est réaction au stress, contrôle de la peur, relaxation, activation, concentration et contrôle de tout ce qui est les distractions. J'aimerais bien être plus concentré durant mon match, j'aimerais même plus concentré dans mon activité. Tout ce qui est justement imagerie mentale, ça c'est toutes les habiletés de base, on va dire, les grosses habiletés qu'on travaille en préparation mentale. Et par exemple, là j'ai un autre exemple assez parlant, c'est que là, justement, ces 2-3 dernières semaines en course à pied, j'avais les jambes lourdes, j'étais fatigué avant même d'aller courir, tu vois. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, c'est peut-être physique, je suis un travail physique, mais je suis aussi un travail mental derrière. Et en fait, je me suis rendu compte que je me projetais trop sur l'Ironman à venir, et du coup, j'étais plus concentré sur le 10 km.
Donc c'est pour ça que je me suis ok, l'Ironman je mets de côté, je me concentre plus dessus, tout ce qui est vélo, tout, je mets de côté, je ferai ça plus tard. Là je me concentre que sur la course à pied, je me remotive en regardant que des trucs de course à pied et tout. Et c'est pour ça maintenant je me sens tout de suite plus frais, je suis plus motivé à aller courir. Et ça a marché parce que justement, je savais où est-ce que je devais aller, j'avais conscience de mon état de base et j'ai réussi à comprendre pourquoi j'étais dans cet état de base-là. Et j'ai réussi à faire les différents ponts de l'un à l'autre. Très bien. Voilà. Donc pour se remotiver aussi, etc. Moi, tout ce qui est motivation, discipline, gestion de l'inconfort, en fait, il y a vraiment beaucoup de thèmes. Quand même beaucoup de thèmes en physique. En quoi? En physique. Ah, en physique. J'ai cru en physique-chimie. En physique quantique. Voilà, pour la partie mentale. Je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais. C'était assez lourd, assez complet, Mhm. et peut-être assez difficile comme podcast. N'hésitez pas à nous le faire savoir si vous voulez qu'on détaille un petit peu plus, si vous voulez qu'on soit plus simpliste pour la prochaine fois. Ouais, sur le sport, c'était peut-être un peu compliqué. Ouais. C'est très dur aussi à imaginer. En fait, c'est très simple à comprendre quand t'es dans le truc. Et quand t'as potassé le Nous ne truc pendant sommes- longtemps. Nous ne sommes mais... pas des profs. Ouais, mais même, genre, tout résumé en une demi-heure, tout ce qu'on a résumé Oui, là, c'est sûr. c'est parce que c'est des années de pratique aussi derrière. Donc c'est pour C'est ça. vrai. Si on n'a pas été assez clair, n'hésitez pas à nous le dire. Bien sûr. Est-ce que tu veux finir sur une petite blague? Non. Je sais pas, j'en ai Je une. sais pas de blague. J'en ai vu une hier, ça elle m'a fait rire. Vas-y, c'est quoi? Mais au début, tu vas pas la comprendre. Ok, il y a un maître avec son chien. Il veut monter dans la tour Eiffel, mais le chien est interdit. Donc il laisse le chien en bas de la tour Eiffel, toi il l'accroche, et lui il monte en haut de la tour Eiffel. À combien de mètres et à combien de distance est le chien du maître? C'est une énigme, c'est pas une blague. Si c'est une blague, tu verras. Attends, quoi? À combien de distance? Ouais. En hauteur ou en... Le chien il est à combien de mètres? Du mètre? Ouais. Bah, de la hauteur de la tour Eiffel, je sais pas. Non, il est à 600 mètres. Ah, Assis. est-ce qu'il est assis 100 100 mètres? mètres. D'accord. Ah. Ok. Moi, Bête de blague en tout cas. Putain, on se marre dans ce podcast. On aime ça. Podcast de merde là, allez on arrête le podcast. Et ben, ciao, à la semaine prochaine. C'est bon, la blague m'a saoulé, ciao à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao ciao. Et puis voilà, see you la semaine prochaine. Je mets pas faux au podcast.